Comment ouvrir un PEA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va même aller beaucoup plus loin que ça puisqu'on va voir un petit guide complet sur le PEA. Donc on va d'abord voir ce qu'est un PEA, les conditions pour en ouvrir un, les versements et les plafonds. On va aussi te parler des retraits, de la fiscalité, des produits disponibles. Où est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? Est-ce que ça va être chez sa banque traditionnelle ou alors sur un courtier en ligne? Et on va parler un petit peu de mes résultats qui ont été un petit peu exceptionnels grâce à l'année qui vient de se passer. Et on va voir tout ça en détail. Mais avant ça, prenez quelque chose à grignoter ou à boire, le temps de cette vidéo puisqu'elle va être assez longue. Et également abonnez-vous puisque vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc abonnez-vous et mettez un petit j'aime, ça permettra d'augmenter on va dire l'impact de la vidéo. Donc merci à vous. On va commencer avec qu'est-ce que en fait le PEA, c'est quoi? Donc sa définition, son acronyme c'est plan d'épargne en action. Ça va être ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. Donc en fait ça va être comme un endroit, un compte sur lequel vous allez pouvoir investir dans des actions et dans d'autres types de produits qui vont être européens. Donc vous allez grosso modo en fait investir en bourse. Donc si vous êtes aujourd'hui très jeune et que vous n'avez pas encore de PEA, vous allez voir que c'est très intéressant de voir cette vidéo jusqu'au bout puisque vous allez voir qu'en fait ouvrir un PEA et même y déposer par exemple que 10 euros va donner un avantage considérable pour la suite. Donc je vais vous montrer juste après en parlant justement de la partie fiscalité. Donc les conditions pour ouvrir un PEA, c'est relativement simple, il faut être majeur, être résident fiscal français et on est limité à un seul PEA, on va dire classique, par personne. Donc en fait, on va avoir trois types de PEA. On va d'abord avoir le PEA classique, le PEA PME et le PEA jeune. Donc le PEA classique, c'est ce que moi j'ai ouvert personnellement, c'est un PEA normal et on va justement, tout au long de cette vidéo, on va parler quasiment que du PEA classique. Ensuite, on va avoir le PEA PME, donc plan d'épargne en action et PME pour la partie petites et moyennes entreprises. Le PEA bancaire, donc le PEA classique, en fait, on va avoir deux types de PEA. On va avoir le PEA classique bancaire et le PEA classique d'assurance. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc la plupart des gens, quand ils ouvrent un PEA, ils ouvrent un PEA bancaire. Sachez que vous pouvez ouvrir un PEA bancaire et un PEA PME, donc les deux peuvent être cumulés pour une seule personne. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment un gros investisseur, puisque vous allez voir au niveau des plafonds, le PEA déjà a un bon plafond de manière générale. Le PEA jeune, si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes encore attaché fiscalement à vos parents, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA jeune qui va être lui limité à un plafond de 20 000 euros. Ça, on va le revoir juste après dans la partie des plafonds. Et sachez également une chose très importante, c'est que pour ouvrir un compte PEA, il ne faut pas simplement l'ouvrir, il faut déposer un premier versement. Et en fait, c'est à la date de ce premier versement que l'ouverture du compte, que l'ouverture de votre PEA est officialisée. Donc si vous voulez ouvrir aujourd'hui un PEA, il faudra l'ouvrir et faire un premier versement. Sachez également qu'il n'y a pas de minimum de montant minimum que l'État impose pour ouvrir un PEA. Ça peut être par exemple 10 euros, 50 euros, 100 euros. Moi, ce que je vous conseille, c'est dès maintenant d'ouvrir un PEA avec seulement 10 euros, parce qu'il va y avoir une petite horloge qui va s'enclencher, et vous allez avoir un petit timer de 5 ans qu'il faudra passer, et après ce timer-là, vous allez voir que fiscalement, il va y avoir beaucoup d'avantages. Donc ça, on va parler justement après dans la suite de cette vidéo. Maintenant, on va parler des versements et des plafonds. Alors, tous les versements, tout ce que vous allez pouvoir faire rentrer dans votre PEA, ça va être uniquement des versements en numéraire. Ça veut dire que ce sera forcément de l'argent que vous pourrez transférer dedans. Donc, grosso modo, c'est un versement bancaire, en fait. Vous ne pourrez pas transférer de titres, comparé par exemple avec le compte titre, qui vous permet, donc ce qu'on appelle un CTO, ce qui vous permet après d'investir en bourse de manière plus classique. Ce compte titre, vous pouvez tout à fait transférer des titres d'un compte titre à un autre compte titre. Là, pour le PEA, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter des actions dans votre compte titre et les transférer dans votre PEA. Sinon, ce serait forcément beaucoup trop simple. Pour le PEA classique, vous allez avoir un plafond de 150 000 euros de versement. Ça veut dire que ça ne tient pas en compte vos plus-values. Si par exemple vous investissez, imaginons 140 000 euros, que vous faites 40 000 euros de plus-value, eh bien vous avez encore 10 000 euros que vous pouvez encore verser dans votre plafond, que vous pouvez faire rentrer dedans. Ça, c'est toute la partie versement à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir le PEA PME qui, lui, va être plafonné à 225 000 euros de versement. Donc là, du coup, qui est encore plus gros. Et vous allez avoir le PEA jeune, donc qu'on a vu juste avant, qui va avoir un plafond de 20 000 euros. Et une chose importante à savoir, c'est que si vous ouvrez un PEA et un PEA PME, vous serez plafonné cette fois-ci à 225 000 euros au total. Ça veut dire que c'est bien cumulé pour les deux.
Donc attention, hein, vous n'aurez pas 150 000 euros pour le PEA classique plus 225 000 euros, vous aurez la somme, enfin vous aurez pardon que 225 000 euros pour les deux. Parlons à présent des retraits. Donc en fait, vous allez avoir un petit timer qui va démarrer dès l'instant où vous allez faire votre premier virement sur votre PEA, et ce timer va être super important au niveau de la limite des 5 ans. Donc avant 5 ans, si vous faites un seul retrait, donc d'1 euro, 10 euros ou 50 euros, même la totalité de votre compte, ça va entraîner la clôture de votre PEA. Il faudra également savoir que vous serez taxé à la flat tax, mais ça on en reparlera justement un petit peu après dans la partie fiscalité. Vous pouvez cependant retirer, donc faire des retraits partiels ou totals de votre PEA sous les conditions suivantes. Donc si vous avez une reprise ou une création d'entreprise par exemple, si vous êtes licencié ou d'autres cas particuliers, moi ce que je vous recommande c'est déjà de ne pas retirer avant 5 ans. Parce que si vous retirez avant 5 ans, ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de faire de grosses plus-values, etc. Donc ce sera après à vous de voir. Sachez en tout cas que c'est possible dans certains cas qui sont bien spécifiques. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, après 5 ans, si vous faites un retrait, vous n'aurez pas de clôture de votre compte, donc vous pourrez toujours faire fructifier votre argent et le retirer soit de manière partielle, soit de manière totale, sans que ce soit fermé. Et vous pourrez faire de nouveaux versements, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de plafond, 250 000 euros. Petite pause, c'est le Axel du futur, simplement pour vous dire que j'ai pas trouvé de source qui dit qu'on n'a plus de plafond après les 5 ans. En fait, c'est un peu ce que j'ai pensé en lisant ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des virements à la fois pendant les 5 ans et même après les 5 ans. Mais pour le plafond, je suis pas sûr. Donc, on va dire que pour le moment, le plafond reste toujours à 150 000 euros. Maintenant, parlons de la fiscalité. Donc, ce qu'on vient de voir juste avant. Ici, vous allez avoir une fiscalité qui va être assez désavantageuse si vous retirez avant 5 ans. Donc déjà, si vous retirez avant 5 ans, vous allez clôturer votre PEA, ce qui déjà n'est pas terrible. Ensuite, vous allez être taxé à 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values. Et donc ça, c'est important de bien préciser. Et on parle ici de plus-values et de dividendes. Donc les plus-values, c'est combien est-ce que vous avez investi. Par exemple, vous avez investi 100 euros, vous avez la valeur d'une action qui vaut, 150 euros, disons, on va faire simple. Vous avez fait donc une plus-value de 50 euros. Donc vous avez initialement acheté à 100 euros, ça vaut 150, vous vendez, vous faites 50 euros de plus-value. Sur ces 50 euros de plus-value, vous allez payer 17,2%, et également, si vous retirez à 25 ans, vous serez imposé à 12,8% d'impôt sur le revenu. Ou sinon, vous pouvez choisir pour le barème de l'impôt sur le revenu progressif, qui est un cas un petit peu particulier. Aujourd'hui, nous, on va parler du cas normal classique, ça va être 17,2% plus 12,8%. Ça constitue ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est 30% de fiscalité sur les plus-values et les dividendes. En sachant une chose, c'est que si par exemple vous investissez dans votre PEA, que vous achetez par exemple une action à 100 euros et qu'elle vous reverse, imaginons, on va faire simple, 10 euros de dividendes par an. L'avantage, c'est que contrairement à un compte titre, où là, à chaque fois que vous recevez des dividendes, chaque année, vous devez déclarer vos dividendes et vous devez justement payer cette flat tax sur les dividendes. Ici, dans l'enveloppe fiscale, vous allez payer uniquement vos prélèvements sociaux et votre impôt sur le revenu, donc avant 5 ans, ou sinon que les prélèvements sociaux après 5 ans, uniquement sur ce qui sort de votre PEA. Et donc c'est un gros avantage puisque du coup, vous allez avoir cet effet, d'effet cumulé qui va être moins impacté, enfin qui va être qui ne va pas être impacté par la fiscalité. Donc ce qui est vraiment très très cool. Et donc après 5 ans, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir uniquement que 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc c'est important de bien préciser ça, vous n'allez pas avoir 0% à payer sur vos plus-values. Après 5 ans, vous allez payer tout de même 17,2% sur vos prélèvements sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire PEA après 5 ans, vous aurez 0% d'impôt. C'est à la fois faux et vrai, c'est-à-dire que c'est une sorte de mensonge. Vous allez réellement avoir 0% d'impôt sur le revenu, mais vous allez avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Donc c'est bien important aussi de le prendre en compte à ce niveau-là. Les prélèvements sociaux, si vous posez la question, vous allez avoir dedans 9,2% de CSG, 0,5% de CRDS et de prélèvement de solidarité 7,5%, ce qui constitue donc 17,2%. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir ouvrir un PEA? Si vous posez cette question, moi ce que je vous recommande, c'est, alors vous avez une première solution, c'est votre banque, c'est on va dire la question basique, la réponse basique. Votre banque va peut-être vous proposer d'ouvrir un PEA. Moi je vous déconseille de passer par votre banque. Pourquoi? Parce que les banques sont des instituts qui vont faire leur beurre sur des gros frais,
et du coup vous allez payer un max de frais. Je vous donne un cas concret, moi personnellement j'avais ouvert mon PEA au Crédit Mutuel Sud-Ouest, et j'avais un minimum d'ordre qui était de 8 euros par ordre. Donc ça veut dire qu'imaginons j'achète 100 euros d'actions, eh bien je payais au moins 8 euros de frais simplement pour acheter mon action. Donc autant vous dire qu'après pour être rentable, il faut avoir de sacrées plus-values pour contrebalancer ces frais justement. Donc moi je vous conseille pas votre banque, en plus elle va pouvoir vous faire facturer d'autres frais, donc par exemple des frais de tenue de ligne, des frais de tenue de compte, enfin il y a plein de frais, en fait déjà on comprend pas trop pourquoi ça nous coûte, mais bon ça nous coûte. Donc regardez bien vos tarifications, et sinon je vous conseille plutôt Bourse Direct. Bon, donc moi j'ai fait mon transfert de mon compte CMSO à mon compte Bourse Direct. J'ai eu des frais de transfert, donc c'était je crois à peu près 200 euros ou un petit peu moins, et Bourse Direct m'a remboursé ces frais-là en me les créditant sur mon PEA que j'ai transféré. Donc en fait, je me suis fait rembourser mon transfert. Ensuite, vous avez Boursorama aussi, qui est vraiment bien comme outil si vous voulez ouvrir un PEA, que je vous recommande très très bien puisque c'est une bonne plateforme, vous aurez plein de produits dessus et l'interface est vraiment simple à utiliser. Ensuite, vous avez DeGiro qui normalement devait travailler sur le PEA. Pour le moment, ils font que des comptes titres, mais ils prévoient d'ouvrir la possibilité de faire des PEA. Donc peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que DeGiro permet d'ouvrir des PEA. En tout cas, pour le moment, ça l'est pas. Et vous aurez bien sûr d'autres courtiers en ligne, d'autres banques qui vont vous proposer d'ouvrir un PEA. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les frais que ça coûte pour chaque ordre que vous passez. Est-ce qu'il y a des frais de tenue de ligne? Est-ce qu'il y a des frais, par exemple, à la vente? Est-ce qu'il y a... En fait, tous les types de frais, il faut vraiment comparer ça. Et sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous savez pas trop où aller, je vous conseille Bourse Direct ou alors Boursorama. Alors maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, vous allez vous dire, maintenant si je compare le compte titre avec le PEA, la question est vite répondue. Ça va être le PEA dans lequel il va falloir que je fasse un all-in, puisque je vais pas payer 30% de flat tax tous les ans sur mes dividendes et mes plus-values, mais cette fois-ci, je vais payer uniquement lors de mes retraits et à hauteur de 17,2%. Donc, en fait, pour vous, c'est que un feu vert. Sauf que c'est pas si simple que ça, on va avoir quelques contraintes, notamment les produits disponibles au sein du PEA. Donc dans le PEA, on va pouvoir acheter que des produits européens. Donc en fait, c'est une mesure, cette enveloppe fiscale, ça a pour but d'inciter les gens, les Français, à investir dans des produits européens et français. Et donc c'est pour ça qu'on les limite à ce cadre-là. Donc vous allez pouvoir acheter avec ces produits européens des actions, des FCP, SICAV et des ETF avec minimum de composition 75% européen, des titres non cotés, comme par exemple des parts de SARL, et des ETF synthétiques qui vont vous permettre de répliquer des produits qui seront hors de l'Europe. Donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, je vais essayer d'être un peu synthétique. Moi personnellement, jusqu'à présent j'ai acheté que des actions, mais c'est possible que dans le futur j'achèterai aussi des ETF et des ETF synthétiques. Les FCP, les SICAV, moi c'est pas des produits que, déjà je sais pas exactement ce que c'est, et du coup c'est pas des produits vers lesquels je m'oriente. Moi c'est plus actions et ETF synthétiques. Donc un ETF, c'est ce qu'on va appeler un tracker, donc je vais pas spécialement vous faire un gros cours sur les ETF, puisque c'est un peu plus avancé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ETF, ça va être un produit financier qui va répliquer le cours de quelque chose. Donc par exemple, vous pouvez avoir un ETF qui va suivre le cours de l'or, vous allez pouvoir avoir des ETF qui vont suivre le cours du cacao, d'autres qui vont suivre le cours du CAC 40, d'autres qui vont suivre le cours du S&P 500, etc. Et en fait, les ETF, par rapport aux ETF synthétiques, c'est que les ETF synthétiques, vous allez avoir un système où en fait l'ETF synthétique ne va pas réellement acheter les actions, par exemple, de plusieurs entreprises, etc., pour que ça reflète le cours de l'action, mais l'ETF synthétique va faire je crois que ça s'appelle une sorte de swap, une swap de valeur ou un truc comme ça, qui fait qu'il va travailler avec une autre entreprise. En fait, l'entreprise va lui donner l'argent qu'on lui a donné. L'autre entreprise du coup va acheter les produits pour elle, et en fait si l'autre entreprise fait des gains avec ces actions qu'elle a achetées, alors ce sera reversé à la première entreprise qui on va vous le reverser après à vous. Donc en gros, il y a plus d'intermédiaires avec les ETF synthétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le PEA, il est possible de suivre des actions, en tout cas des trackers américains, comme par exemple le S&P 500. Il y a des ETF pour suivre le S&P 500 au sein du PEA. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dans votre PEA, si vous débutez, vous ne pourrez pas acheter par exemple des actions Apple, puisque ce ne sont pas des produits européens. Par contre, vous pourrez globalement suivre un peu ça en achetant un PEA qui suit par exemple le S&P 500. Et maintenant, on va voir comment concrètement ouvrir un PEA. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs plateformes pour en ouvrir un.
Vous avez soit Boursorama, soit Bourse Direct, que moi je vous recommande fortement si vous voulez en ouvrir un sans trop de frais. Bourse Direct va être le moins cher, mais sachez que Boursorama va avoir une meilleure interface, c'est-à-dire une interface plus simple, plus visuellement, attrayante, visuellement plus jolie, esthétique. Et en plus de ça, vous aurez un meilleur support client que Bourse Direct. Donc à vous de choisir. Moi personnellement, j'ai choisi Bourse Direct, tout simplement parce que c'était les plus attractifs en termes de prix. Donc après, à vous de choisir vos critères et puis choisissez votre plateforme. Je vais vous montrer comment ouvrir un PEA avec Bourse Direct tout de suite. Alors on commence par entrer ces informations basiques, donc nom, prénom, adresse, code postal, etc. Donc ça vraiment basique. On va entrer son numéro de téléphone. Donc attention à ne pas vous tromper sur le numéro de téléphone, c'est très important. Vous allez ensuite l'utiliser pour signer votre contrat électroniquement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir renseigner votre situation, donc votre lieu de naissance, si vous êtes célibataire, quelle est votre situation professionnelle, etc. Donc un peu plus de détails sur votre profil à vous. Si vous avez un numéro d'identification fiscale, donc il va falloir le noter. Ensuite, il faudra remplir une partie fiscalité, où là, on va vous poser quelques questions à propos de votre situation globale. Donc, est-ce que vous avez déjà ouvert un PEA? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les outils qui existent, etc. Quel type de compte vous voulez ouvrir? Donc, en l'occurrence, vous, ce sera souvent, enfin, en tout cas la plupart du temps, un PEA classique que vous allez ouvrir. Vous aurez des informations à rentrer sur votre salaire, sur les revenus que vous voulez faire, sur ce que vous prévoyez de faire sur la plateforme. Donc, quelque chose de vraiment très basique finalement. Ensuite, on va vous demander si vous avez déjà un compte titre, si vous avez déjà investi en bourse, en fait, pour connaître un petit peu simplement votre expérience dans le domaine. Donc ça, c'est des questions, on va dire, obligatoires, en fait, pour un courtier en ligne. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à passer à la partie signature. Donc là, vous allez cocher accepter les conditions. Ils vont vous envoyer un petit SMS pour confirmer que c'est bien votre numéro de téléphone. Et ensuite, il faudra envoyer tous vos documents prouvant votre identité. Donc ça va être pièce d'identité, donc recto verso, une pièce d'identité secondaire, un RIB, donc à partir duquel vous allez faire vos virements vers votre PEA, et enfin un justificatif de domicile. Une fois que tous ces éléments-là ont été envoyés et qu'ils ont été vérifiés par Bourse Direct, vous aurez un PEA d'ouvert. Maintenant, parlons un petit peu de mes chiffres. Donc moi, personnellement, voici ce que j'ai fait avec mon PEA, que j'ai ouvert c'était en septembre dernier. Oui, c'est ça, parce que mon premier versement, donc, c'était un versement de 3050 € en septembre 2019. Ensuite, j'en ai fait un deuxième en mars 2020, 2000 €. Et enfin, en novembre et en décembre, j'ai fait un versement de 200 €. Et maintenant, tous les mois, je fais un versement de 200 € dans mon PEA. Donc ça me fait un total investi de 4450 €. Et la valeur actuelle de mon PEA à l'heure actuelle, alors au moment où je fais cette vidéo, est de 7585 €, soit à peu près 70% de plus-value. Et comme vous l'avez compris, mon PEA, ça fait moins d'un an qu'il a été ouvert, d'ailleurs un peu plus d'un an qu'il a été ouvert, mais comme j'ai fait aucun retrait, et bien pour le moment je paye rien dessus. En fait, ce sera au bout de 5 ans, et bien si j'ai envie de faire des retraits, je pourrais faire des retraits, et je serai taxé qu'à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, pour le préciser, bien sûr, ce sont des plus-values non réalisées. Ça veut dire que là, actuellement, je ne possède pas réellement 7585 € liquides. Là, c'est si je vends tout de suite, je pourrais les avoir. Mais actuellement, demain, par exemple, ça pourrait perdre 20%, comme demain, ça pourrait augmenter de 30%. Enfin voilà, ça peut fluctuer un petit peu n'importe comment. Pour vous donner un peu plus dans le détail, donc moi, mon PEA, il est chez Bourse Direct. Voici en fait les produits que j'ai actuellement. Pour vous expliquer un petit peu la performance, on va dire assez exceptionnelle de mon portefeuille, c'est que j'ai acheté en septembre dernier beaucoup d'actions FDJ. Donc c'était lors de l'introduction en bourse de la FDJ, enfin l'introduction publique de FDJ. J'en ai acheté 107 à 19,50 € et actuellement ça vaut 36 €. Donc il y a une très grosse plus-value sur ce produit-là. Donc comme j'ai pas vendu, actuellement j'ai un rapport combien j'ai acheté vs combien est-ce que ça vaut actuellement de plus 85% sur la FDJ. Donc c'est vraiment une excellente performance qui est assez exceptionnelle. Hein. C'est pas toutes les actions que vous allez pouvoir faire ça. C'est bien ce que je tiens à vous dire. Ensuite, j'ai des actions chez Orange, donc notamment parce que Orange verse de bons dividendes, entre guillemets. Publicis Group également avec de bons dividendes, et Total également avec de bons dividendes. Ce qu'il faut comprendre avec mon portefeuille, c'est que, ok, c'est super cool, tout est en vert, mais attention, c'est un portefeuille qui est très mal équilibré, puisque vous le voyez, j'ai par exemple ma FDJ qui a une valorisation de 3800 €, donc c'est plus de 50% de mon portefeuille qui est représenté par une seule position, donc c'est très dangereux. Ça veut dire que ça va vachement fluctuer.
Ensuite, je suis quand même très chanceux puisque j'ai acheté aussi beaucoup juste dans la période du Covid, donc c'était assez cher, les marchés étaient peureux, et là ça a bien remonté, et je pense que ça pourra encore remonter, mais ça reste encore mon avis que personnel. Et enfin, c'est un portefeuille qui est très spéculatif puisque j'ai des actions chez Orange, chez Total, et du coup c'est de l'argent qui peut fluctuer. On va dire, moi je regarde pas souvent, je regarde à peu près une fois toutes les 2-3 semaines, donc sans vraiment me dire, bon bah voilà, il faut que j'achète, il faut que je vende. En fait, quand j'achète une position, je compte la garder très longtemps. Et en fait, j'ai acheté par exemple des actions Orange, Total, notamment parce qu'elles versent de bons dividendes, et que moi ce qui m'intéresse c'est de recevoir des dividendes qui ne vont pas être taxés puisque justement c'est au sein de l'enveloppe fiscale du PEA, et que bah, en fait peu importe si le cours augmente, descend, tant que moi je touche mes dividendes, et bien en fait ça me permet de faire grossir mon enveloppe, et peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que je verrai, ok, bah maintenant Total j'ai fait une plus-value de, je sais pas, peut-être 30%, du coup bah ça vaut peut-être le coup que je vende parce que là je trouve que c'est trop cher par rapport au cours actuel, et du coup j'achèterai autre chose. Ce que je veux vous dire, c'est que là actuellement, c'est pas quelque chose en mode trading, c'est vraiment quelque chose en mode investissement. Donc si le cours fait comme ça, pour moi c'est pas très grave puisque ma stratégie va être plus basée sur des dividendes. Contrairement par exemple à la FDJ, où là ça va être vraiment un placement qui va être sur la plus-value, puisque pour moi la FDJ c'est quelque chose qui est, on va dire, plus sécurisé, puisque bah, c'est une entreprise qui ne peut pas perdre de l'argent, c'est la Française des Jeux. Enfin bref, ça c'est, comment dire, une partie purement personnelle à propos de ce que je pense des actions. En tout cas, vous savez un peu plus en détail ce que compose mon portefeuille, qu'il est très, très mal équilibré, que je suis chanceux et qu'il est très spéculatif. Donc à vous de voir si vous voulez faire pareil ou pas. Évidemment, ce sera votre décision. Simplement, je voulais vous le montrer. Juste pour vous parler un petit peu des dividendes, donc moi j'ai reçu pour vous expliquer en décembre justement des dividendes de chez Orange, donc par rapport à ce que j'avais acheté, donc j'avais acheté pour 1300 euros d'actions Orange, et j'ai reçu 54 euros de dividendes, donc ça va être mes dividendes annuels pour l'année. Et là, d'ici par exemple quelques mois, bah, si j'ai envie, je pourrais revendre mes actions Orange. Et à l'heure actuelle, pour le moment, mes actions Orange, elles n'ont pas fait de moins-value, elles ont même fait une petite plus-value de 0,78%. Donc ça veut dire que, par exemple, si je décide de vendre maintenant, eh bien j'aurais fait 50 euros de gain, justement, avec mes dividendes. Voilà, et donc pour vous expliquer un petit peu également, j'avais aussi acheté des actions FDJ après l'introduction en bourse de FDJ. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai revendues quelques mois après, et ça m'a fait un gain de à peu près 70% sur la position, soit 712 euros, pardon. Et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, ces 712 euros, comme ils sont restés dans le PEA, dans l'enveloppe fiscale, eh bien, c'est une plus-value en fait qui n'est pas imposée, et du coup que je peux faire fructifier. Donc j'espère que vous comprenez un peu l'idée du PEA et de l'enveloppe fiscale qu'est le PEA. Donc pour vous récapituler, vous allez avoir deux situations, une situation avant les 5 ans et une situation après les 5 ans. Si vous faites un retrait avant les 5 ans, ça va automatiquement clôturer votre compte. Vous serez alors imposé à la flat tax de 30%, donc les prélèvements sociaux plus l'impôt sur le revenu. Et avant 5 ans également, si vous faites des versements, vous avez un plafond de versement à 150 000 euros. Si vous dépassez ce plafond de 150 000 euros, ça va, normalement, en tout cas c'est ce qui est dit, ça va entraîner la clôture de votre PEA. Donc ne dépassez pas ce plafond de 150 000 euros de versement. Pour la partie après les 5 ans, vous pourrez retirer sans clôturer votre compte, donc soit de manière partielle, soit de manière totale, votre PEA. Vous serez imposé cette fois-ci que aux prélèvements sociaux, donc de 17,2%, à moins que ça évolue dans les futures années, mais ce serait 17,2% aujourd'hui en 2020-2021. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me poser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Bourse Direct, vous aurez sûrement un petit code de parrainage dans la description. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite, à bientôt, c'était Axel. Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour notre top 5 actions éligibles au PEA pour le mois de mai 2021. On va vous présenter aujourd'hui des actions qui sont axées bien sûr sur le dividende, mais on va aussi voir des actions qui ont des fortes croissances. Petit disclaimer avant d'attaquer stop, les informations qui sont présentées ne constituent pas une recommandation d'achat, mais ont pour objectif le partage de connaissances autour de l'investissement. Notre objectif propre est la constitution d'un portefeuille à dividendes sur le long terme qui nous fera profiter des intérêts composés.
Nous vous présentons donc des valeurs fortes et relativement stables dans le temps. D'une manière générale, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches afin de vous construire un avis personnel. Maintenant que c'est clair, on attaque sans plus tarder la 5e marche de stop avec une superbe action française qui évolue dans le secteur du luxe. Je parle de Kering. Alors Kering est principalement connu pour sa marque Gucci, mais vous voyez que pas seulement, on a de nombreuses marques, que ce soit également dans les bijoux, dans les montres ou dans le sportswear. On a de nombreuses marques derrière ce conglomérat qu'est Kering. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on est super bien réparti à travers le monde. On va avoir l'Europe bien évidemment avec 33%, mais également l'Amérique du Nord 20% et l'Asie-Pacifique qui représente 32%, ce qui est relativement énorme. Et c'est là d'ailleurs que le groupe connaît sa plus forte croissance sur ces dernières années. Le cours de l'action, vous l'avez sous les yeux sur 5 ans. Vous voyez qu'on est sur une très belle croissance. Et ce qui est à noter, c'est que vous avez le 2020 juste ici. Vous avez après le mois de mars qui se situe ici. Vous voyez la chute due au Covid. Et en fait, on n'est même pas tant que ça plus haut que le niveau d'avant Covid. Si vous allez regarder par exemple la courbe de LVMH, on a fait facilement x2 depuis le niveau d'avant Covid, ce qui n'est pas du tout le cas pour Kering. Donc ça peut laisser sous-entendre que l'action est peut-être moins surévaluée. Alors pas forcément rentrer dans ce débat, il y a pas mal de spéculations, c'est deux groupes qui sont très grands. On sait qu'LVMH, ils sont quand même relativement forts également. Mais là on vous parle de Kering parce que pour nous, elle a moins explosé ces derniers temps. Il y a moins de risques qu'on ait une correction à court terme en tout cas. Au niveau de la performance de Kering, vous voyez par rapport au CAC 40, c'est tout simplement exceptionnel. On a un retour sur 5 ans de plus 450%, ce qui est vraiment énorme par rapport aux 41% du CAC 40 en plus. C'est vraiment une belle action en croissance. On vous met l'évolution des marges opérationnelles et marges nettes. Vous voyez qu'au cours du temps, on est sur une belle croissance en moyenne. Le groupe est vraiment fort, il sait augmenter ses marges et c'est ce qui fait sa force et ce qui fera encore sa force dans les années à venir. L'historique du dividende, vous l'avez juste ici. On a un dividende qui est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, ce qui est super, ce qui nous intéresse, c'est vraiment dans ce genre de boîte que nous aimons investir. Vous avez la distribution ici, on voit qu'on a eu une belle augmentation du dividende sur les 5 dernières années, avec 17% en moyenne. Vous voyez, c'est surtout sur les années entre 2016 et 2019. On a eu une correction ici qui est tout simplement due au Covid. On a eu une baisse du chiffre d'affaires, donc le groupe a préféré baisser son dividende. C'est plutôt bon signe, c'est plutôt aussi le signe d'une bonne gestion de l'entreprise. On va éviter de verser un dividende quand on n'en a pas forcément les moyens ou l'envie, donc on veut garder un fonds de sécurité. Malgré une petite baisse du dividende, on reste confiant sur l'action. Elle nous a donné des bons signes, notamment un rebond des ventes de 26% pour la marque Gucci au premier trimestre. Il faut savoir que le groupe Kering est relativement dépendant de la marque Gucci, qui est bien sûr sa plus grosse marque, la plus connue en tout cas et la plus vendue. Et pour toutes ces raisons, on va recommander Kering. Elle mérite toute sa place à la 5e place de ce top. C'est une très belle action qui évolue dans le secteur du luxe français. On a de très belles boîtes en France, alors il faut en profiter et Kering est l'une d'entre elles. On passe maintenant à la 4e marche de ce top avec l'entreprise Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est un distributeur de boissons notamment alcoolisées, donc qui vend de nombreuses marques. Pour n'en citer que quelques-unes, on va citer Absolut Vodka, Ballantine's, Havana Club, Malibu, bref, un peu tout ce que vous pouvez trouver en soirée sur la table. Ça va être en fait finalement proposé par Pernod Ricard. Alors, vous voyez que la répartition du chiffre d'affaires, on est très présent aux États-Unis avec 20%, en Inde, en Chine également. Et ça, c'est vraiment des marchés qui ont une grosse croissance. Donc, c'est vraiment des choses à regarder et qui sont très intéressantes quand on a des entreprises qui sont positionnées sur ce genre de marché. C'est là qu'on a vraiment de belles croissances. Alors, on voit qu'ils distribuent leurs boissons dans plus de 160 pays avec 16 marques classées dans le top 100 Impact, qu'ils ont quand même 86 filiales directes dans le monde. C'est relativement énorme. C'est un vrai spécialiste de son domaine. Le chiffre d'affaires, tout comme la marge opérationnelle, connaissent une légère croissance au fil du temps. Ça témoigne d'une vraie force du groupe. Vous voyez qu'en 2020, on aurait pu s'attendre à un chiffre d'affaires désastreux, étant donné la crise sanitaire et la fermeture notamment des bars et des restaurants. Mais le groupe s'en sort super bien et nous sommes confiants sur le long terme pour la croissance de son chiffre d'affaires et de ses marges opérationnelles. Alors on a plusieurs articles qui concernent Pernod Ricard ces derniers temps. On a un 3e trimestre encore très solide qui concerne l'année 2020. On a la demande de cognac également en Chine. C'est des marchés qui sont très porteurs et qui sont demandeurs. Vous savez que la culture chinoise tend à s'occidentaliser. Ça concerne le domaine du luxe dont on parlait tout à l'heure, mais également d'autres domaines, que ce soit la gastronomie ou ici la distribution de boissons avec Pernod Ricard. C'est vraiment des marchés porteurs et nous y croyons personnellement.
Le cours de l'action, vous voyez qu'on a une super croissance sur les dernières années. Alors on va faire un petit zoom sur 5 ans pour voir. Vous voyez que suite à la crise Covid, on a une grosse correction qui a stoppé net une croissance qui était sans encombre. Et on est de retour un peu au-dessus du niveau d'avant Covid. Donc pour nous, avec les bons augures qui se préparent, la vaccination qui avance, le titre va recommencer une croissance longue et tranquille et c'est pour nous ravir. Vous avez ici le consensus d'analyse Boursorama qui recommande à l'achat avec une note de 2,08 qui prévoit un potentiel de plus 4,26% sur les 3 prochains mois, donc ce qui est toujours bon à prendre. Au niveau du dividende, on a été sur 1,53% l'an dernier et 1,61% cette année. On a un PER qui avoisine les 30, ce qui est un peu élevé, mais qui devrait descendre effectivement dans les prochaines années étant donné l'augmentation des bénéfices qui est à suivre. Vous voyez que le bénéfice net par action est à peu près de 5,45 €. On a du coup un ratio de versement de dividendes qui avoisine les 50%, ce qui également nous ravit, qui témoigne d'une bonne gestion. L'entreprise en fait va garder 50% de ses bénéfices pour elle, pour pouvoir réinvestir au lieu de le distribuer aux actionnaires. D'une part, elle fait plaisir aux actionnaires, de l'autre, elle soigne sa croissance. On a à la fois de la croissance et du dividende, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, et c'est vraiment des actions qu'on a envie d'avoir dans notre portefeuille. On passe à la troisième place avec l'entreprise Korian qui est le premier exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Donc globalement, les maisons de retraite. Vous voyez que c'est un groupe qui est présent dans toute l'Europe, donc à majorité en France, c'est une entreprise française avec 436 établissements pour environ 32 000 lits et en Allemagne avec 237 établissements pour 29 000 lits. On a également plusieurs filiales sur l'ensemble du territoire européen. Vous voyez qu'on a en tout 470 000 clients, ce qui est énorme, 893 établissements pour 82 000 lits et 56 000 employés. Au niveau des valeurs qui sont revendiquées par Korian, on a une forte diversité avec 82% de salariés femmes, 46% du top management sont des femmes avec un objectif de 50% d'ici 2023. On a également une formation e-learning sur la diversité qui est dispensée en Italie, une charte LGBT, l'autre cercle qui est signé en France. En bref, c'est une entreprise qui se vante d'avoir des vraies convictions éthiques d'égalité et de diversité. C'est quelque chose qui est selon nous à ne pas négliger dans le futur, étant donné qu'on va le plus souvent investir dans des sociétés qui vont nous correspondre, qui évoluent dans l'air de leur temps. Et le fait d'avoir des grands groupes comme ça qui sont investis là-dedans, ça nous rassure. C'est quelque chose qui est à prendre en compte selon nous. On a un chiffre d'affaires qui est largement croissant, un résultat net qui est en décroissance, notamment pour l'année 2020. Nous sommes quand même confiants sur long terme pour cette entreprise. Elle a présenté un dividende de 30 centimes par action en 2020, soit 0,90% de rendement, et elle présentera 58 centimes d'euros en 2021, soit 1,73% de rendement par rapport à un bénéfice net par action de 1,32 €. Donc vous voyez qu'on est après sur un ratio de distribution du dividende qui est inférieur à 50%, donc là à nouveau ça témoigne d'un bon management de l'entreprise. Avec le vieillissement de la population, on est quand même relativement confiant sur le business de Korian. Le cours de l'action maintenant, vous l'avez juste ici, on a une super croissance jusqu'en 2020, à la suite de laquelle on a eu une grosse correction due à la crise sanitaire. On a beaucoup parlé des maisons de retraite, on a eu pas mal de problèmes pendant cette crise sanitaire sur les maisons de retraite, ce qui a sans doute effrayé un peu les investisseurs et c'est compréhensible. Cependant, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on soit sous des niveaux inférieurs à ceux d'avant Covid. On a eu des super chiffres d'affaires, comme vous avez pu le voir, qui est en très forte hausse. Boursorama tape d'ailleurs sur une croissance de 22,07% au cours des 3 prochains mois, avec une notation à l'achat de 1,10, ce qui est vraiment très faible, donc une recommandation qui est forte pour l'achat. Et on vous met d'autres prévisions à l'écran. Vous voyez que dans tous les scénarios qui sont prédits, on aura une croissance dans les 12 prochains mois, alors qu'elle soit très forte ou modérée. On a une belle croissance à suivre avec un beau dividende en évolution et c'est pourquoi Korian mérite selon nous largement sa place à la 3e marche de ce top. On passe à la 2e marche avec une action dont on vous a parlé dans notre dernière vidéo sur le calendrier des dividendes qui est Amundi. Alors Amundi, c'est une société de gestion d'actifs mondiale qui est cotée en France et qui est leader en Europe et en France. Alors quand on dit une société de gestion d'actifs mondiale, il est sous-entendu qu'elle est présente dans tout le monde. On a des bureaux dans 36 pays, que ce soit en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et même sur le continent américain. Récemment, Amundi a racheté Lyxor. Alors vous savez, si vous achetez un peu des ETF, qu'on a souvent deux grandes écoles en France en tout cas, les ETF Amundi, les ETF Lyxor, et bien maintenant Amundi a racheté Lyxor, ce qui en fait un géant européen des ETF, alors qu'Amundi était déjà le leader européen, ça en fait maintenant un vrai géant. Le marché a d'ailleurs salué cette opération de croissance externe et c'est vrai que ça garantit de belles perspectives de croissance pour la suite.
Vous avez le chiffre d'affaires à l'écran. Alors vous voyez que la société a pu profiter pleinement de l'engouement pour la bourse, notamment suite à cette crise sanitaire. Vous voyez le chiffre d'affaires 2020 qui a tout simplement explosé. On est presque sur un x2, au moins x1,5. Au niveau des données financières, on va avoir un produit net bancaire qui est en augmentation, un résultat courant avant impôt qui est également en nette augmentation. Et pour ce qui est du rendement, on va avoir un super rendement de 3,87% en 2020, un beau rendement annoncé de 4,49% en 2021. Et vous voyez qu'on a une belle perspective de croissance du dividende. On aura un dividende de 3,36 € en 2020 par rapport à un bénéfice net par action de 5,52 €. On est après sur du 60-70%. Là également, on garde encore du bénéfice pour réinvestir. Ça témoigne encore d'une belle gestion financière de la part du groupe. On vous l'a déjà dit, c'est une chose à laquelle on fait vraiment attention quand on investit. Le PER, il est relativement faible, ça sous-entend que la société se paye peu cher par rapport à ses bénéfices. C'est un indicateur qu'on aime bien regarder pour savoir si l'entreprise est surévaluée ou non, bien que le PER ne suffise pas à pouvoir le déterminer. Le cours de bourse, vous l'avez juste ici. Alors sur 5 ans, on a eu un cours qui a été relativement stable entre 2017 et 2019. On a quand même une belle croissance sur la période 2016-2019. Bien sûr, une forte correction d'avant Covid. Et depuis, on a à peine retrouvé le niveau d'avant Covid, malgré un chiffre d'affaires qui est tout simplement extraordinaire. Vous voyez quand même la croissance du titre par rapport au CAC 40, qui le superforme largement sur 5 ans. On a quand même une croissance de 125%, à laquelle on va ajouter les dividendes. Ça va vraiment être sympa sur le long terme. Le consensus des analystes Boursorama, vous l'avez juste ici. On table sur une croissance de 5,46% sur 3 mois. Donc c'est quand même sympa à prendre. Et on a une notation à l'achat à 1,78, ce qui est pas mal. On va maintenant passer sans plus tarder à la première marche de ce top avec une entreprise dont on vous a déjà parlé, c'est Air Liquide. Alors on va pas vous refaire toute la présentation du groupe, mais sachez que Air Liquide, c'est un conglomérat industriel français qui officie dans le domaine du gaz industriel. Alors vous voyez un peu la répartition par secteur d'activité. Au niveau de l'industriel marchand, on va être sur du 8 milliards d'euros en 2020, 5 milliards pour la grande industrie, 3,7 milliards pour la santé et 2 milliards pour l'électronique. Donc on est quand même bien réparti entre secteurs, mais on est également bien réparti au niveau de la répartition géographique. À 35% en Europe, 40% en Amérique, on a une forte présence sur les marchés américains, 22% en Asie-Pacifique et 3% dans le Moyen-Orient et l'Afrique. Le chiffre d'affaires, il connaît une belle augmentation au fil des années. On passe d'environ 15 milliards en 2011 à 20 milliards en 2020. Les marges sont relativement stables dans le temps. La marge nette, on voit qu'elle a une légère augmentation au fil des années. Marge opérationnelle est relativement stable. On a une baisse en 2020 qui peut éventuellement être imputée au Covid. Vous voyez que le retour sur investissement sur 5 ans est à 109%, auquel on va pouvoir ajouter les dividendes. Et le retour sur un an, on est quand même à plus 22%, ce qui est quand même pas mal. La croissance du dividende, et c'est pour ça qu'on affectionne tout particulièrement cette action, est stable depuis plus de 30 ans. Vous voyez qu'on a une belle augmentation, qu'on a un dividende qui est très fort. Au niveau des chiffres, on était à 2,75 € en 2020, soit 1,95% de rendement. Et en 2021, on sera à 2,90 € par action, soit un peu plus de 2% de rendement par rapport à un bénéfice net par action de 5,49 €. À nouveau ici, on a un ratio de distribution du dividende d'environ 60%, ce qui nous plaît, et le PER de 25,71 est dans la moyenne de son secteur. Au niveau du cours de l'action, vous voyez que sur très long terme, on a une superbe croissance qui est relativement stable au cours du temps. Et vous voyez qu'en fait on se situe, en faisant un petit zoom sur les 5 dernières années, on se situe au même niveau qu'avant Covid. Donc selon nous, c'est une action qui va reprendre une croissance longue et tranquille à un rythme plutôt soutenu, ce qui va nous faire profiter à la fois de croissance et de dividendes sur le long terme. Le consensus des analystes Boursorama se joint à nous avec une croissance de quasiment 10% sur les 3 prochains mois, une note à l'achat de 1,77 et vous voyez parmi les différentes prévisions d'augmentation du cours, on est relativement sur une tendance haussière. On a également la présence d'un salaud pessimiste, mais vous voyez qu'en moyenne on est sur une tendance haussière et on se joint à ces analyses. D'ailleurs, on ne vous a jamais parlé de la politique d'actionnariat de Air Liquide qui vise vraiment à fidéliser ses actionnaires, à savoir que Air Liquide majore son dividende de 10% pour les actionnaires qui ont des actions depuis plus de 2 ans. Donc pour chaque action que vous détenez depuis plus de 2 ans, Air Liquide va majorer votre dividende de 10%. D'ailleurs, Air Liquide a annoncé la distribution d'actions gratuites pour 2022, à savoir qu'une action sera délivrée gratuitement pour 10 actions détenues. Pour profiter de ces avantages, il faut avoir ces actions au nominatif, mais c'est quelque chose dont on va reparler dans une prochaine vidéo.
On espère en tout cas que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quelles sont les actions que vous surveillez en ce moment. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.